Es un gran placer para mí y un gran honor también introducir brevísimamente, porque no necesito mucha introducción, al señor Guy Verhofstadt, político europeo y europeísta de largo recorrido, ex primer ministro del Reino de los Belgas, líder del grupo parlamentario liberal en el Parlamento Europeo, presidente acompañado de la conferencia sobre el futuro de Europa y que tiene algunos otros títulos oficiales, no oficiales tan importantes como estos, como el de figurar en la lista negra desde 2014 de la autocracia de Vladimir Putin, por su actuación, por su presencia, por su solidaridad con los manifestantes en el Euromaidán, ¿no? El señor Verhofstadt es una máquina. Él quizá no lo recuerda, pero yo una vez que fui a visitarle con un grupo de periodistas en el Parlamento Europeo, lo primero que hizo fue reñirnos. Estábamos discutiendo del Tratado Constitucional y nos dice: ¿no serán ustedes estos pesimistas, estos periodistas pesimistas que ven populistas por todos lados? Sepan que solo hay populistas si hay partidos populistas que los organizan. Ya con esta entrada fuimos más cohibidos y, dijéramos, el mensaje penetró más profundamente, aunque quizá tampoco era imprescindible porque todos los de allá estábamos un poco en la misma causa, ¿no? Monsieur Verhofstadt, comme président de la conférence sur l'avenir de l'Europe, cette conférence qui a subi autant de difficultés pour démarrer et après pour, disons, se développer, vous croyez que vous êtes optimiste sur du point de vue que ces difficultés ont été déjà, disons, résolues ou bien supérées? Je vais parler en français, ça va? Ou vous aimez plutôt l'anglais? On peut faire un petit référendum, hein? Malheureusement, mon espagnol n'est pas très bien. Je m'excuse pour ça. Moi, je dis toujours, je viens néanmoins d'une ville de Gand, où est né Charles Quint. Normalement, ce serait capital de connaître aussi l'espagnol. Bon, ce sera pour une autre. Mais moi, je reste en effet optimiste, même si les gens disent... Même si les gens disent, bon, est-ce qu'on a suffisamment de temps pour arriver à des résultats, puisqu'on a commencé la conférence il y a un an, le 9 mai, et l'idée c'est de présenter les résultats le 9 mai. Donc il y a beaucoup de gens qui disent, mais un an, il faut prolonger, etc. Moi j'ai été contre une prolongation, parce que je crois que dans la politique, donner plus de temps, ça n'a jamais résolu quelque chose. Je pense que sous la pression de ce qui se passe maintenant de tragique en Ukraine, sous la pression des citoyens, parce que je dois vous dire, les citoyens jouent un rôle prépondérant dans cette conférence. Ce n'est pas que vous pouvez décider quoi que ce soit dans cette conférence. Ils sont là, ils vous regardent, ils disent s'ils sont d'accord, oui ou non. Ils disent si oui ou non ce qu'on va décider est une vraie réponse à leurs recommandations. Je pense que justement le fait qu'on doit conclure le 9 mai est un avantage. Et donc moi je reste optimiste qu'on va pouvoir définir, conclure, se mettre d'accord sur des conclusions de la conférence qui sont courageux, qui sont ambitieux et qui sont une vraie réponse à ces recommandations de 8 recommandations qui ont été formulées par les citoyens. Monsieur Verhofstadt, merci, on va tout partager. Donc, bon, on ira pour le résultat le plus concret, mais je voudrais savoir si, en plus de cette
impulsion, de cette frappante, disons, conscientisation, prise de conscience des citoyens européens, et on a besoin d'autres préconditions pour avoir un résultat global, disons, qui soit marqué par le progrès dans l'intégration, pour le succès de la conférence. Est-ce qu'en plus de cette impulsion populaire et de cette conscience de la situation de guerre et de l'économie européenne dans ce moment, il y a d'autres préconditions qui sont nécessaires pour aboutir à un résultat favorable? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que on a commencé cette opération avec un accord entre les trois institutions. Ça, c'était déjà une nouveauté. On n'a jamais fait ça. La Convention, par exemple, c'était une initiative du Conseil à laquelle le Parlement était invité, le Parlement européen, le Parlement national. Ici, c'est différent. Ce sont les trois institutions ensemble. Donc, il a un engagement solennel des trois institutions de faire cette conférence et aussi de rester fidèles aux résultats de cette conférence, donc de les mettre en pratique après. Deuxièmement, ce rôle des citoyens. Je peux vous dire, au début, il y avait beaucoup d'hésitation, de beaucoup de milieux au niveau européen, de dire impliquer les citoyens de cette manière-là, est-ce que c'est possible? Ça a, selon moi, bien marché. Parce que pour la première fois, on a presque 180 recommandations concrètes qui vont, selon moi, dans un sens constructif et positif. Ces gens-là, par exemple, ils disent il faut changer de traité pour y mettre la santé publique dans les traités. C'est pas le cas, ça ne va pas. Ces gens, ils disent ça ne va plus de faire de la politique étrangère ou d'une absence de politique étrangère au niveau européen par les règles de l'unanimité, où chaque fois, il y a un État qui bloque. Ces gens, ils disent, écoute, au niveau de notre défense, il faut peut-être penser à ce qu'ils appellent les Joint Armed Forces de l'Union européenne. Donc un pas important dans la construction d'une communauté de défense. Ces gens, ils disent, écoute, arrêtez d'appeler la Commission, on ne comprend pas. C'est un gouvernement de l'Europe. Appelle-le gouvernement ou l'exécutif de l'Europe. C'est ça qu'ils disent, ces gens. Écoute, ce qu'on va essayer de faire, je ne sais pas si on va réussir, c'est utiliser cette pression qui est là, avec ce que vous dites aussi, l'évolution tragique avec la guerre en Ukraine, pour justement maintenant arriver à des résultats où on peut convaincre les États, parce que c'est là que se trouve l'obstacle, naturellement. Si je dis en finir, abolir les règles de l'unanimité dans le Conseil, c'est qui est contre, vous pensez? C'est pas le Parlement, hein? C'est pas la Commission. C'est quelques États qui disent « Ah non, ça ne va pas, ça doit continuer sur base d'unanimité. » Eh bien, si on ne peut pas changer ça, si on ne peut pas en finir avec ça, on ne va jamais être une Union européenne. Parce que, disons-le, l'Union européenne n'existe pas aujourd'hui. Ce qui existe, c'est ce que j'appelle une sorte de bête intergouvernementale basée sur les règles de l'unanimité qui décide toujours trop mou, trop faible et trop tard. C'est ça qui existe pour le moment. Et c'est ça qu'on est en train de vivre aussi dans la pratique. Crise financière. Ça a pris 10 ans pour avoir une union bancaire. Et on n'a pas encore l'union bancaire complète. 10 ans après la crise financière. Puis, crise migratoire. On est encore en train de discuter de la politique de changement de la politique migratoire de l'Union européenne. Néanmoins, c'était en 1999 qu'on a décidé que la politique migratoire était une politique européenne. Et donc, ça fait 23 ans. Je me rappelle très bien parce que c'était en Finlande. La bouffe était affreuse. Oui, c'était à Tampere, au nord de Finlande. Je me rappelle bien, j'étais Premier ministre. La gastronomie affreuse, là, ce qu'on a mangé. Et je me rappelle une deuxième chose, c'était on va faire la politique migratoire au niveau européen. Et puis, qu'est-ce qu'on a de ça? Rien. Sauf que maintenant, on réagit bien avec la crise ukrainienne et l'utilisation de la directive de protection temporaire, ce qu'on a fait. Ce qu'on n'a pas utilisé pour la crise
en Syrie. Hein? Bon, hein? Écoute, mais enfin, troisièmement, il y a une crise de santé publique, on perd des mois et des mois et des mois. Avant qu'on se rende compte que oui, c'est pas dans le traité, ça aurait été mieux que si c'était une compétence partagée. La même chose, la crise maintenant géopolitique qu'on est en train de vivre. Donc, les sanctions, disons-le, il y a quand même un problème avec les sanctions pour le moment au niveau européen. Ils n'ont pas d'effet. Voyez ce qui se passe au niveau du système financier. Si on met tout, le pétrole, le charbon et le gaz en dehors des sanctions, qu'est-ce qui se passe? La machine de guerre de Poutine continue à être financée. Tout ça, tous ces problèmes-là, c'est lié pour l'Europe à une chose, c'est qu'on n'a pas d'Union européenne. On n'a pas un système de décision qui est capable d'agir immédiatement sur le spot quand il se passe quelque chose, ou de prolonger. Alors on me dit, ouais, écoute, mais c'est normal, l'Europe, c'est comme ça. Il faut une crise et puis on s'adapte. Et puis il faut une autre crise et on s'adapte de nouveau. Mais moi je veux une fois avoir et vivre dans une Union européenne reformée, qui n'a pas besoin de crise pour s'adapter et puis de réagir après coup. Moi je veux d'une Union européenne comme une autre organisation continentale qui est capable de le faire immédiatement, sans qu'il y ait crise. C'est ça le but de la conférence. Donc, la transition le plus vite possible d'un système, disons, confédéral avant 1790 aux États-Unis à un système vraiment fédéral. Mais est-ce que c'est aujourd'hui ou jamais? Je veux dire qu'on a discuté aujourd'hui dans nos séances vraiment en profondeur, disons qu'on est dans une conjoncture qui peut-être est assez favorable, et donc on a ce qu'on dit a window of opportunity. Est-ce que vous partagez cette idée? C'est aujourd'hui ou c'est jamais? Et alors nous deux, quelques autres, nous ne verrons pas cet idéal que vous prônez? Ouais, je pense que si on n'est pas capable de le faire dans des circonstances où, écoute, le projet européen, à la base du projet européen, c'était qu'on voulait en finir avec la guerre en Europe. C'est ça? Ah ouais. Ok. Maintenant, la guerre est de retour en Europe. C'est quand même une réalité. Et nous, on est en guerre aussi. On n'est pas allé à la guerre, mais on est en guerre. Mais on est en guerre, donc d'une ou d'une autre façon. C'est le cas. Donc, on a voulu créer un continent européen sans qu'il y avait, donc, pour bannir définitivement la guerre et la violence, et c'est de retour. Donc, il faut se demander comment c'est possible, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Quels sont et pourquoi on réagit de la façon dont... Moi, je pense par exemple que au niveau de la défense, c'est clair qu'il faut réengager la discussion là-dessus. Je sais que pour le moment, dans le Conseil européen, on est tout près d'une force d'intervention de 5000 soldats. C'est ça le grand pas en avant. J'ai rien contre ça, je trouve que c'est un pas en avant, mais ça ne va pas résoudre, ce n'est pas la communauté de défense qui peut agir comme un pilier européen de l'OTAN. Donc il n'y a pas de contradiction entre défense européenne d'une part et l'OTAN d'autre part. Ceux qui utilisent ça, ça ne va pas du tout. Donc on peut l'organiser de telle façon. Mais une force d'intervention, il faut savoir que par exemple les Américains, quand ils ont évacué de l'Afghanistan, ils ont envoyé 5000 soldats seulement pour protéger l'aéroport de Kaboul. Donc nous, on pense, avec une force d'intervention de 5000, d'avoir réglé l'affaire pour l'avenir. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Donc vraiment, discuter, mettre en place une communauté de défense, c'est par exemple, maintenant ou jamais qu'on va le faire, je pense. Et encore une fois, pas en contradiction avec l'OTAN, mais comme le pilier européen de l'OTAN. La réalité est qu'on a une défaillance au niveau militaire qui est criante. On dépense en Europe 240 milliards d'euros en dépenses militaires. 240 milliards. C'est la même chose que les Chinois. C'est aussi 240,
plus ou moins. C'est 4 fois plus que les Russes. Nous, on dépense 4 fois plus que les Russes en dépenses militaires. Sauf que nous avons naturellement 120, 130 systèmes différents d'équipements militaires. Les Américains, une vingtaine, nous, plus que 100. Et il y a une duplication à mourir dans l'Union européenne. Parce que comment vous pouvez en fait expliquer que nous dépensons plus ou moins 30-40% des dépenses américaines, mais qu'on ne peut que faire 10% des opérations de l'armée américaine? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est 3 ou 4 fois moins efficace. Pourquoi? Parce qu'il y a duplication gigantesque. La seule façon de le résoudre, c'est finalement faire ce que les pères fondateurs avaient en tête. Hein. En 1955, c'était ça leur projet. C'est faire une communauté de défense le plus vite possible. Et en plus, disons qu'on est presque à zéro sur disons, les domaines satellitaires et les domaines il n'y a pas seulement que la manque d'intégration de nos armées, mais une vide, un énorme vide sur le point des transports aériens ou des satellites, etc. Mais parce que chaque État veut faire ça soi-même et on n'a pas... De petites choses. Oui, de petites choses, plutôt que de créer une masse critique pour des trucs pareils dans l'espace, au niveau satellitaire, dans le combat contre la cyber qui fait partie de la guerre aujourd'hui, les attaques sur Internet, etc. Dans tous ces domaines-là, ce qu'il faut avoir, c'est une masse critique minimale. On peut la créer aisément au niveau européen. On ne peut pas le faire au niveau de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Belgique, tout à fait séparés. C'est ça le nœud du problème. Et puis, c'est pas qu'il y a manque de soldats, hein, parce que le plus de soldats dans le monde, c'est en Europe. Hein. Donc, on a plus que 2 millions de soldats. C'est plus que les Chinois, plus que les Russes et plus que les Américains. Donc donc reconnaître ça, aller dans cette direction-là, c'est ça que la conférence doit aller dans ce sens-là. Il y a aussi une autre leçon de cette circonstance bellique qu'on a dans ces moments-ci, qui est l'énergie. C'est une grande leçon aussi de cet épisode, non? Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire sur ça? Et qu'est-ce qu'on doit faire du point de vue de proposer pour une adéquation de notre législation, de notre traité, de notre constitution de facto dans les domaines de l'énergie? Au principe, on a une union énergétique dans l'Union européenne. Ouais. Ça, on a décidé en 2006 à Hampton Court, très joli château tout près de Londres. C'était le dernier sommet de Tony Blair. Et là, on a décidé, voilà, dorénavant, il y a une union énergétique parce qu'on est trop dépendant de la Russie. C'était ça, la décision. Depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est ça le point. Donc, on est très bien dans l'annonce. Voilà, politique migratoire européenne. Et puis, bon, on est encore dans le problème. Puis, union énergétique, parce qu'une union énergétique, ça veut dire, selon moi, en tout cas, deux choses. C'est-à-dire qu'il y a un achat commun de nos énergies. Donc, qui n'est pas le cas. Qui n'est pas le cas pour le moment. Et que deuxièmement, l'énergie mix en Union européenne, on va la décider ensemble à 27. Et pas comme ça le cas maintenant, où chaque pays décide soi-même de l'énergie mix. Ce n'est pas seulement parler par exemple, le transfert d'électricité de l'Espagne vers la France, de la France vers la Belgique, etc. Ça, c'est aussi l'union énergétique. Et là, on a fait quelques petits pas en avant, en disant, voilà, il faut un réseau européen de transfert d'énergie et d'électricité, même s'il y a encore des trous partout en Europe. Ouais. Ça. Mais ce n'est pas une union énergétique. C'est un des éléments, même pas le plus important. C'est l'achat commun et la décision sur le mix énergétique, le faire au niveau européen.
Et si on a ça, alors on peut utiliser la force de l'Union européenne, parce que la force de l'Union européenne est énorme dans la position sur le marché énergétique pour acheter ça. Ça, on ne le fait pas. Et donc, ça, c'est peut-être une deuxième grande leçon de ce qu'on est en train de vivre. Et moi, en tout cas, personnellement, j'espère qu'on va aller au-delà des sanctions, justement, quand on peut renforcer les sanctions qu'on est en train de prendre pour le moment contre la Russie en ce qui concerne l'achat d'énergie. Ça va nous faire, ça va créer un peu de douleur, de souffrance, en Europe aussi. Mais moi, je dis toujours, on ne peut pas être solidaire avec les Ukrainiens si on ne va pas souffrir, si on ne veut pas souffrir nous-mêmes. Hein. Ça, ce n'est pas une façon d'être solidaire. Guy, et de ce point de vue, quelle est votre évaluation du dernier Conseil européen? Quelle quantité du trajet jusqu'à un vrai marché intérieur de l'énergie, une vraie politique énergétique on a fait? On a fait un 10%, on a fait un 25%, on a fait un 5% du trajet. Parce que, et combien ça a coûté? Vous le connaissez bien. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'énergie en Europe, mais je pense qu'on n'est qu'au début. On ne peut pas dire qu'on a fait. Et deuxièmement, ce que je pense aussi, c'est qu'il faut, après la conférence, j'espère qu'on peut se mettre d'accord sur un nombre de changements dans les traités. Pour moi, par exemple, quand on parle de santé publique, selon moi, ça doit devenir une compétence partagée dans l'Union. Donc, il faut changer. Et pas que de l'accompagnement. Deuxièmement, quand on parle de l'unanimité, il faut l'abolir dans beaucoup de domaines. Et il faut le faire par le traité, parce que la passerelle, ça n'a jamais marché. Donc, ça, c'est de la théorie, la passerelle. Vous vous rappelez, donc la passerelle, la possibilité, avec une décision unanime, de passer d'unanimité à la majorité qualifiée. Jamais on l'a fait. Hein. Donc il faut faire cela. Au niveau de l'énergie, c'est exactement la même chose. Donc finalement, je crois, selon moi, on ne va pas éviter de devoir parler de réformes profondes aussi par le biais de changements de traité. Il y a un autre volet qui est très d'actualité, selon que vous l'avez évoqué, qui est, disons, le volet migratoire. Donc, la Convention de Dublin, qui a été jamais trop respectée, est déjà un peu mort-vivant. Comment on doit remplacer ça en tenant compte des leçons qui nous donnent, disons, une réaction qui a été bien d'accueil dans ces jours-ci, non? Mais, disons-le, Dublin, c'est l'anti-Europe, hein, c'est l'inverse d'une approche européenne. Deuxièmement, ce qui se passe maintenant, ensemble avec... Donc il faut savoir que dans la conférence, les recommandations des citoyens ont été, selon moi, c'est une base parfaite. Vous avez peut-être lu les recommandations des citoyens au niveau, donc dans le chapitre de migration. Ils parlent des réfugiés, ils parlent de l'asile, on parle de la migration légale, on parle de la migration illégale, on parle de la protection des frontières de Frontex, donc tout est couvert. Et c'est très proche des positions que la Commission et le Parlement ont pris les dernières années dans ce domaine. Deuxièmement, il y a cette énorme solidarité qu'on voit maintenant avec l'utilisation de la directive de protection temporaire, ouais. Hein, ce qu'on n'a pas utilisé dans la crise syrienne dans le temps. Et qui était en fait, ces directives, la leçon qu'on a tirée de la crise autour de Kosovo. Hein. Parce que ce qu'il y a dans cette directive, c'est la pratique positive qu'on a eue, donc l'attitude positive qu'on a eue au moment du Kosovo. Il y a, au moment de la crise au Kosovo, 700 000 réfugiés du Kosovo qui sont venus chez nous. Et on a divisé ça, on a géré ça, ça a été un exemple positif. Sur base de ça, on a fait la directive. Puis la crise syrienne, on a dit, bon, on ne va pas appliquer la directive.
Parce qu'on va essayer de résoudre le problème par un changement complet de la politique migratoire. Entre-temps, on n'a jamais fait. Heureusement, maintenant, on a appliqué. Donc je pense que l'expérience positive, aujourd'hui de nouveau, de la politique de l'utilisation de la directive protection temporaire, plus les propositions, je pense, des citoyens, là, il y a une base pour aller de l'avant au niveau migratoire. Je pense que ce qu'on a marqué les dernières années, c'est justement ces drames, ces tragédies qu'on vit aujourd'hui. Ça a une sorte, ça va nous pousser, je pense, dans la bonne direction pour trouver une approche au niveau de la politique migratoire sur laquelle on s'est disputé pendant maintenant plus ou moins 10 ans. Monsieur le Président, tout ça coûte cher. Parce que, disons, faire une politique, disons, actualisation et renouvellement des armées, de l'armement et pouvoir fournir des vraies armes dans des cas comme l'Ukraine. On l'a fait avec les PC, hein, donc, enfin, le EPF1, le European Peace Facility. Hein, donc, pour la première fois dans l'histoire de l'Union, on a livré collectivement des armes avec de l'argent européen. C'est un vrai progrès. Donc, mais tout ça, en tout cas, va coûter cher parce que, disons, l'énergie, ça coûte cher et ça sera difficile de, disons, réduire les prix dans cette convulsion qu'il y a dans le marché. Disons, une politique d'accueil pour 4, 5 ou on ne sait pas combien de millions, ça coûte cher. Et disons, si on veut conserver, disons, les réseaux de welfare state de nos États membres et de l'Union en définitive. Et donc, où est-ce qu'on trouve ces ressources financières? Au niveau européen, ce qui est, pour le moment, vous connaissez le budget de l'Union. Oui. Ce n'est pas avec le budget de l'Union que vous allez résoudre ces problèmes. Hein, on est d'accord, je pense, parce que ça représente 1% du produit intérieur brut de l'Union. Voilà, bon, hein, c'est ça. C'est 130 milliards par année, 140, c'est 1%, et c'est tout. Par le Covid, la pandémie, pour la première fois, on a réagi très vite. Hein. On a créé le fonds Covid, Next Generation Fund, on l'a appelé, qui est payé avec des bons mutualisés. Mutualisés. Ben, moi, je n'aime pas le mot mutualisé parce que moi, je trouve qu'au niveau des bons et des obligations européennes, je n'aime pas du tout cette garantie qui est donnée par les États. Donc, disons commun. Commun. D'accord, ça c'est mieux. Voilà, pas mutualisé, mais alors, commun. Mais alors, ça a coûté 5 mois d'arriver à cette décision. Oui, mais donc ça a été vite. Qu'est-ce que ça fait, en fait, le Next Generation Fund? Ça double la capacité budgétaire de l'Union. Parce que c'est, en fait, si vous le divisez en 5, parce que ça couvre quand même une période de 5 ans, hein, 750 milliards, si on coupe en 5, ça fait 150. Ouais. Donc on a 150 aujourd'hui, 140 aujourd'hui. Ce qu'on fait avec le Next Generation Fund, c'est doubler la capacité budgétaire de l'Union de 1 à 2%. Donc il faut, en fait, c'est une des questions qu'il faut aussi discuter dans la conférence, rendre permanent ce système. Alors, si on ne rend pas permanent ce système, on va de nouveau perdre une capacité d'investissement de 140-150 milliards d'euros par an. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce que vous pouvez répéter jusqu'à l'infini cette phrase que vous venez de dire? De rendre permanent le... De le rendre permanent. J'aurais trois choses que je voulais quand même changer dans le système. 1, plus de garantie des États. 2, ressources nouvelles au niveau européen. C'est là que doit se trouver la garantie, pas au niveau des garanties des États. Parce que si c'est les garanties des États, ce sont les États qui vont continuer à dire ce qu'il faut faire avec cet argent.
plutôt que dans l'avenir, ce qu'il faut faire, c'est des projets pan-européens. C'est par exemple l'union énergétique, c'est par exemple l'union digitale, développer un modèle européen au niveau digital. C'est par exemple le transport, donc continuer le réseau de transport en Europe. Donc ça, c'est la deuxième chose. Pas de garantie des États. Deuxième chose, ressources, des ressources nouvelles au niveau européen. Et puis, trois, comme j'ai dit, l'utiliser pour des projets européens. Et pas seulement, ce que je comprends, avec le Next Generation Fund, on a surtout financé quoi? Des plans de redressement au niveau national. Ok, c'était... Disons dans un cadre européen, mais... Écoute, dans un cadre européen, je veux encore le voir après coup. Mais bon, ça c'est une autre affaire. C'était nécessaire pour aider les États dans ces moments difficiles, et c'était un exemple. Mais si on rend ces capacités d'investissement définitives, sur base de ressources propres, comme on appelle ça, ressources propres, par exemple, le Carbon Border Adjustment Mechanism pourrait devenir une de ces ressources nouvelles. Dans le temps, au début de l'Union européenne, on n'utilisait pas des contributions des États, il y avait des ressources propres. Il faut revenir à cette, je dirais, financement sain de l'Union européenne. Et comme ça, avec ces bons communs au niveau européen, payés, repayés, je dirais, remboursés par des ressources propres au niveau européen, c'est comme ça qu'il faut faire la grande transition de cette Union européenne. Ne croyez-vous pas que, disons, il n'y a pas encore la conscience des gouvernements et de l'opinion publique qu'on est en face de dépenses énormes qui sont des dépenses additionnelles à celles qui sont prévues dans le budget normal européen et dans le Next Generation EU. Et donc que ces besoins disons, d'y ajouter un volet financier extra, c'est pas encore bien expliqué, bien assumé par nos gouvernants. Et pourquoi? Parce qu'il y a quand même un autre problème dans l'Union européenne, je ne sais pas si on va pouvoir le résoudre pendant cette conférence-ci, c'est que naturellement, les revenus de l'Union européenne sont les compétences seules des États membres et pas du Parlement européen, d'une démocratie européenne. On commence un peu avec les nouveaux impôts pour le Next Generation. Non, même là... La vision des ressources propres. Non, même les ressources propres. Donc ce qu'il faut en fait changer, c'est que ce Parlement européen reçoit la possibilité de prendre des initiatives législatives, ce qu'on n'a pas, et la compétence d'approuver les revenus de l'Union européenne. Ce qui est le cas dans tout Parlement. Chaque Parlement a été créé, pourquoi? Parce que le roi demandait de l'argent au peuple. Et on disait, oui, vous pouvez l'avoir, mais il va y avoir un contrôle, c'est-à-dire parlementaire. Les parlements ont été créés pour ça. Alors, le seul parlement au niveau du monde qui n'a pas cette compétence, qui a seulement la compétence de dépenser, mais pas de décider sur ce qui rentre, c'est le Parlement européen. Et c'est ça, donc, toute cette bataille, c'est une bataille qu'on mène, qu'on n'a pas assez approfondi les 20 dernières années. Parce que c'est dû à l'entrée des Britanniques. C'est l'entrée des Britanniques dans les années 70 qui ont fait que le financement par des ressources propres a été progressivement remplacé par des contributions d'État. Pourquoi? Parce que Mme Thatcher demandait « my money back ». Mais si tu as un financement direct par la société de l'Europe, il n'y a pas de money back à donner, ça n'existe pas. Donc c'est comme ça qu'on a changé donc, les ressources propres comme le TVA progressivement par des contributions d'État. Et donc, et les États, il y a beaucoup des États qui aiment ça. Parce que ça veut dire que c'est eux qui décident ce qui se passe. C'est celui qui paye est le maître du jeu.
Et c'est ça une je pense qu'on est dans la bonne direction parce que, comme vous l'avez indiqué, avec le Next Generation Fund, pour la première fois, on va utiliser en plus, j'y ajoute, il faut en finir avec les garanties d'État. C'est aussi la demande de Karlsruhe, donc du Cour constitutionnel allemand, qui ne veut pas que l'Allemagne prenne des engagements financiers et qui ne sont pas prouvés au niveau de l'Allemagne individuellement. Ben, je les comprends. Et annulons, faisons qu'on en finisse avec les garanties d'État dans l'Union européenne en ce qui concerne le budget. C'est beaucoup mieux de les faire garantir par des ressources propres qui sont la propriété de l'Union et pas des États membres. Là-bas, peut-être il y a un peu de bagarre de juristes entre Karlsruhe et Luxembourg, mais en fait, disons, le fond de la question, c'est ce que vous soulignez, non? Et vous voyez, disons, pour cette application que vous prenez le principe de no taxation without representation, vous voyez, disons, une disposition des gouvernements dans ces moments-ci? Pas pour le moment, non. Non, mais parce que on utilise encore la garantie d'État. Le jour, le trade-off, comme on dit en anglais, à faire dans cette affaire, dans les prochaines années, c'est ça. C'est donc finir avec les garanties d'État et compenser par des ressources propres qui vont directement et qui ne nuisent pas au budget national des États membres, parce qu'autrement, ils ne vont pas être d'accord non plus. Donc, il faut créer le Carbon Border Adjustment Mechanism. Si vous introduisez ça, ça ne pèse pas sur les budgets nationaux, parce que ça n'existe pas. Si demain, il y a ETS, c'est la même chose. Donc, moi, je crois que c'est dans ce sens qu'il faut y aller. Parce que proposer par exemple des ressources propres pour l'Union européenne qui en fait sont aujourd'hui des recettes des États membres, oubliez-le, ils ne vont jamais accepter. Alors ma dernière question, Monsieur le Président, c'est que, disons, votre expectative, c'est qu'on aboutira la conférence sur l'avenir de l'Europe à une convention, et cette convention à une vraie réforme des traités? Eh bien, donc on a commencé au Parlement européen à en discuter dans notre délégation des 108. Donc c'est les 108 représentants du Parlement dans la convention, dans la conférence. Et jusqu'ici, notre idée, c'est de préparer une convention sur base de l'article 48. Pourquoi l'article 48? Parce que c'est le Parlement qui peut l'initier et ce sera alors au Conseil de se prononcer s'ils sont d'accord oui ou non, mais cette décision doit être prise à majorité qualifiée et pas à l'unanimité, ce qui nous donne l'espoir de pouvoir l'obtenir. Mais l'idée que pour le moment nous avons, c'est que le moment est si grave avec la crise ukrainienne, les réformes à réaliser sont si profondes qu'il y a une nécessité pour une convention et que nous, parlementaires européens, devons prendre nos responsabilités et le proposer à notre séance plénière, l'utilisation de l'article 48 qui est une base pour le faire. Merci Guy pour votre clarté, votre détermination et bonne chance. Merci.